Les Français gonflent toujours plus leur épargne de précaution. Alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Qu'est-ce que ça traduit? Élément de réponse avec vous, Xavier Timbaud. Bonjour Xavier. Bonjour David. Économiste, directeur principal de l'OFCE. On a un taux d'épargne, parce qu'on donne les chiffres, des ménages qui a progressé, qui est à 19% du revenu disponible brut, chiffre du deuxième trimestre 2023. Traditionnellement, on est autour de quoi? 15 à 16%. Évidemment, le Covid est passé par là, la guerre en Ukraine est passée par là, l'inflation est passée par là. C'est tout ça qui explique que les Français soient précautionneux et mettent des sous de côté et thésaurisent, comme on dit. Ça fait partie des explications, Seulement. très probablement. Il y a une inquiétude dans le fond, pardon, c'est un sujet sérieux. Il y a une inquiétude de fond des Français, encore une fois, parce que c'est difficile de boucler les fins de mois. On apprend que plus de la moitié des Français aujourd'hui a besoin de 600 € quasiment par mois pour vivre correctement. Il y a la retraite, même s'il y a une réforme des retraites, beaucoup se disent à juste titre, et on n'aura pas grand-chose quand on sera à la retraite. C'est tout ça qui inquiète et qui pousse à mettre de côté. Alors, c'est un phénomène très compliqué d'épargne, en fait. Dans les arguments que vous avez listés, par exemple, quand vous dites que les Français ont du mal à boucler les fins de mois, ça devrait plutôt faire baisser l'épargne. Puisque, justement, si vous n'avez pas assez de revenus pour votre consommation, on va taper dans le vous êtes obligé soit d'aller taper dans le matelas, soit de ne pas reconstituer ou de constituer le matelas. Donc, cet argument, l'inflation, les revenus qui ne progressent pas avec l'inflation, les difficultés de fin de mois, est un argument qui devrait plutôt expliquer la désépargne que l'épargne. Donc, et pour autant, il y a plutôt de l'épargne. Alors, un argument qu'on utilise souvent, c'est de dire, en fait, c'est de l'incertitude. Et face à l'incertitude, les gens se prémunissent et veulent avoir de l'épargne pour pouvoir faire face à des situations de demain qui seront difficiles. Mais vous voyez, c'est un tout petit peu en contradiction avec le fait d'être contraint sur son revenu. En fait, souvent, cette épargne d'incertitude, de précaution, elle est plutôt le fait de gens qui sont qui ont des revenus un peu plus élevés, qui sont un peu plus riches, parce qu'ils ont cette latitude de choisir. Bon, voilà, donc ça fait partie des éléments. Enfin, surtout, le point qui est très frappant, c'est que pendant le Covid, on a bien compris pourquoi l'épargne avait considérablement augmenté. Parce qu'on ne peut pas dépenser, on ne peut pas sortir de chez soi. Exactement, et donc avec des effets d'ailleurs qui ont été répartis de façon tout à fait peu inéquitable sur la distribution des revenus, puisque c'est plutôt... Peu équitable, je veux dire. Peu équitable, c'est plutôt les plus riches qui ont beaucoup épargné, parce que c'est toutes les dépenses superflues, aller au restaurant, sortir, aller en vacances, qui n'ont pas été faites, et donc qui ont effectivement donné lieu à un revenu épargné. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi cette épargne continue, parce qu'il n'y a plus de confinement. On constate par ailleurs que toutes ces consommations sont revenues à des niveaux plutôt élevés, donc cet argument de les gens auraient perdu l'habitude d'aller au restaurant. Alors pourquoi? Alors il y a... Parce que c'est 4 points, c'est 4 points de revenus disponibles. C'est énorme. Si c'était réinjecté dans l'économie, on aurait combien de croissance en plus? On aurait pratiquement entre 2 et 3 points de croissance en plus. Donc c'est effectivement... Alors pourquoi est-ce que cette épargne mal répartie, encore une fois, qui existe aujourd'hui, parce que dans la poche ou sous le matelas des plus aisés, n'est pas dépensée? Alors, il y a dans la liste des arguments à ajouter, à l'incertitude, je veux dire, l'incertitude reste un argument important. Quand on cherche à le quantifier, on a des chiffres qui sont plus petits, mais bon, c'est quand même un argument qu'il faut mettre. Il y a cette histoire d'inflation. Alors, cette histoire d'inflation, il faut aussi la comprendre dans sa dimension intertemporelle, c'est-à-dire, il y a de l'inflation aujourd'hui, mais tout le monde se dit demain il y aura moins d'inflation. On a eu 20% d'inflation en France en 2 ans. Voilà, mais tout le monde se dit dans le futur on va revenir à la normale. Alors ça, c'est typiquement quelque chose qui peut expliquer pourquoi vous reportez votre comportement de consommation. C'est-à-dire, vous savez, les prix augmentent aujourd'hui, votre salaire n'a pas augmenté, vous vous dites c'est pas raisonnable de faire cette dépense, mais peut-être ça le redeviendra demain, et donc en fait j'annule pas la dépense, je la reporte. Je la diffère. Je la diffère. Et donc c'est un peu moins grave et ça peut s'expliquer face à ce problème intertemporel. Moi je signe tout de suite pour un scénario comme ça. Voilà, alors ça c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément qu'on n'évoque pas souvent, qui est qu'il pourrait y avoir une déformation dans la distribution des revenus. Vous savez que les plus riches épargnent plus. Oui. Et il est possible que dans cette sortie de Covid, pour différentes raisons, il y ait en fait plus de revenus dans le haut de la distribution que dans le bas de la distribution. Et donc ça, un peu mécaniquement, ça provoque une hausse du taux d'épargne parce que ceux qui ont... La propension marginale à épargner des plus riches est plus importante. Exactement. Voilà. Je vois que vous vous rappelez de vos cours d'économie. Oui, c'était il y a très peu de temps. Qui devait être... Oui, il y a 3-4 ans. À peine. Voilà, vous étiez encore à la faculté. Mais bon, en tout cas, vous avez bien Il a toutes compris. ses facultés. Et vous avez toutes vos facultés. Je parlais de vous, là. Vous avez bien compris. Et donc, effectivement, ça, c'est un effet. Alors,
quand on fait un petit calcul Ouais. et qu'on regarde une distribution des revenus qui serait liée en particulier à deux choses, le dynamisme des revenus financiers, Ouais. qui est un peu lié à la hausse des taux d'intérêt aussi, d'une certaine façon, Vous voulez nous emmener où, là? d'une part, et d'autre part, la baisse de la taxe Ouais. d'habitation, pour le dernier décile de la population, les deux derniers déciles. En fait, ça peut expliquer pratiquement la moitié de la déformation du taux d'épargne. Ok, concentré sur les plus riches, on a compris. Et donc qui est concentré sur les plus riches, évidemment, mais qui, vous voyez, par cette distribution des revenus qui est modifiée, ça provoque une hausse du taux d'épargne, et donc qui vient en quelque sorte jointer ce qui s'est passé pendant le Covid. Cette fois-ci, ce n'est pas parce que les plus riches ne vont pas au restaurant qu'ils épargnent, mais c'est parce qu'ils ont plus de revenus. Voilà, une explication. En moyenne, c'est un chiffre FCE que j'ai retrouvé, les Français épargnent en moyenne, mais donc ça ne veut rien dire, 180 € de plus par mois par rapport à ce qu'ils faisaient avant le Covid. On dit que ce n'est pas négligeable, et c'est une moyenne, donc ça ne veut rien dire puisque c'est concentré sur les deux derniers déciles, donc les 20% qui gagnent le plus. C'est ça. Donc évidemment, c'est pas du tout... Enfin, c'est un chiffre qui est important et qui est intéressant en termes d'ordre de grandeur. Oui. Mais évidemment, ça néglige cette réalité qui est le fait que chez les moins riches, il n'y a pas d'épargne, il y a même une désépargne. Dans les premiers déciles, l'épargne est négative, elle n'est pas du tout positive. Et puis, l'épargne, elle devient positive au fur et à mesure qu'on monte dans l'échelle des revenus. Sur les premiers déciles, s'il y a de la désépargne, c'est parce qu'on va taper dans son bas de laine pour pouvoir financer ses fins de mois, parce qu'on n'a pas le choix. C'est aussi parce que, en fait, dans les... Et ça, c'est l'effet de l'inflation, pour le coup. Alors, ça peut être l'effet d'inflation, et puis dans les premiers déciles, vous avez aussi des gens qui se retrouvent dans la pauvreté. Par exemple, quelqu'un qui perd son emploi, son revenu baisse, il passe dans le premier décile, et donc là, effectivement, il a un problème d'ajustement de sa consommation, et il va puiser dans son épargne pour espérer sortir de ce premier décile. Dans ces éconocroques. Est-ce qu'il faut ce réseau ou pas, parce que ce taux d'épargne des Français reste élevé? On a quand même un taux de chômage qui a rarement été aussi bas, des créations d'emplois, même si ça se calme un petit peu au deuxième trimestre. On a quand même un marché du travail qui est en relative bonne forme, à l'échelle de l'histoire française, évidemment. On se résout ou pas? Est-ce que le taux d'épargne des Français... Et est-ce que c'est d'ailleurs, soit dit en passant, un cas isolé en Europe, ou est-ce qu'on a d'autres voisins européens, et je pense que oui, qui n'ont pas vu leur taux d'épargne baisser depuis 3 ans? Oui. Alors là, la situation de la France n'est pas exceptionnelle, ça vous avez tout à fait raison de le rappeler. Le seul grand pays qui dénote un peu en la matière, c'est les États-Unis, où on a vu une baisse du taux d'épargne assez récemment. Alors, ça a des conséquences en termes... Ils se portent mieux dans les Américains. Et ils se portent mieux, mais c'est peut-être lié quand même. Donc ça a des conséquences en termes d'activité, évidemment. Si cette épargne était consommée, ça ferait de l'activité et ça pourrait bénéficier à tout le monde. Je vais être un peu provocateur, ça a aussi un certain nombre de conséquences. Moins d'activité, ça veut dire moins de recettes fiscales. Ouais. Vous savez qu'on a des objectifs de déficit, de réduction de déficit. 2,7% en 2027. Voilà, qui sont 4,4% l'an prochain. Qui sont assez ambitieux. Si on veut arriver à ces réductions de déficit, on peut compter soit sur un rebond de l'activité. Ce qui est le cas dans les projections dans le projet de budget 2024 du gouvernement, qui voit entre 1,7 et 1,8% de croissance entre 2025 et 2027. Mais qui va demander que l'on utilise ce bas de laine macroéconomiquement. Ça, c'est un pari, ça. Et si jamais ça ne se produit pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben voilà. C'est là que vient ma provocation. Si ça ne se produit pas, ça veut dire que cette épargne est restée thésaurisée et que la seule solution, ce sera d'augmenter les impôts, et en particulier les impôts des plus riches, pour aller chercher cette épargne et réduire le déficit si ça ne passe pas par la croissance. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois très bien, des hausses d'impôts. Après, ce taux d'épargne, encore une fois, s'il reste... Mais le gouvernement a dit qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Exactement. En même temps, il a dit qu'il y aurait une baisse du taux d'épargne, donc... Si on prend le gouvernement au mot qu'il n'y a pas de hausse d'impôts, au sens impôt et pas taxe, impôt indirect, évidemment, si on se dit qu'il y a une nouvelle normalité, une nouvelle norme de taux d'épargne en France qui est 18-19% et que ça reste comme ça, quelles conséquences ça a, quel impact ça a sur l'ensemble de l'activité, de l'économie française? Alors, ça a deux grands types de conséquences. Bon, d'abord... Pas très positif. C'est pas très positif en termes de croissance. Alors, en même temps, il y a des contraintes environnementales, donc on pourrait dire finalement la croissance est un peu dépassée. Et après tout, si les plus riches, plutôt que de prendre leur argent pour prendre l'avion et aller très loin et émettre beaucoup de CO2, en fait, l'épargne, c'est pas très grave. Ça serait bon pour la planète. Donc. Ça peut être bon pour la planète, après tout. Je veux dire, vous êtes un adepte de la décroissance? J'essaye de voir parfois les côtés positifs des choses qui sont plutôt sombres, mais sans pour autant adhérer à toutes les idéologies qui traînent. D'une part. Mais après, d'autre part, quand même, ce que ça va avoir comme effet premier, et c'est ça qui est quand même préoccupant, c'est que derrière cette épargne, il y a une accumulation de patrimoine et une augmentation des inégalités de patrimoine. Alors, vous allez me dire, ça, c'est pas forcément très grave. Après tout, si c'est de l'épargne que les gens ont accumulée,
Cette inégalité, elle n'est pas pire que l'inégalité de revenus et de consommation. C'est vrai, sauf que cette inégalité de patrimoine, elle se transmet de génération en génération et qu'on est dans un monde où on a considérablement réduit, et on va continuer de le faire, les droits de succession. Et donc du coup, on crée une société qui est une société dans laquelle les gens sont très prudents, ils accumulent beaucoup. Bon, très bien, donc on est plus fourmis qu'on était cigales, mais où ça se transmet ensuite de génération en génération. Et ça, c'est complètement opposé à la vision qu'on peut avoir d'égalité des chances, d'égalité des opportunités. Suivant que vous êtes né chez des fourmis ou chez des cigales. Évidemment. On n'a pas parlé du vieillissement, mais évidemment, ce vieillissement de la population conforte. Il faut m'expliquer pourquoi, parce qu'on entend partout, oui, le vieillissement, ça conforte un haut niveau d'épargne. Pourquoi d'ailleurs? C'est un peu cet argument de prudence, en fait. C'est-à-dire, oui, quand vous avez atteint un certain niveau de vie, que votre espérance de vie on a du patrimoine, on est... vous avez du patrimoine et vous allez vouloir le léguer à la génération suivante. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une consommation ostentatoire, de vous acheter une voiture de sport ou d'aller en vacances très très loin, vous allez dire je vais investir mon argent dans une maison, un appartement que je céderai à mes enfants, je vais les aider par des transferts. Alors entre les générations à l'intérieur d'une même famille, ça peut en fait plutôt diminuer les inégalités par des transmissions anticipées, par la transmission d'un patrimoine immobilier, par exemple, qui facilitera l'accès au logement. Mais par contre, ça peut augmenter considérablement, à l'intérieur d'une génération, les inégalités entre les individus. Voilà, c'est un peu la question de fond qu'il y a derrière cette question de l'augmentation du taux d'épargne. C'est comment on fait pour adapter notre fiscalité, fondamentalement, et la transmission à une société dans laquelle le patrimoine va être plus important, une société plus de rentiers, en quelque sorte. En tout cas, à court terme, c'est compréhensif, on se quitte là-dessus, c'est compréhensible d'avoir, encore une fois, un taux d'épargne qui est aussi élevé en France. C'est compréhensible. Je ne vous cache pas que ce n'est pas exactement ce que tout le monde attendait. Tout le monde attendait une décrue assez rapide de ce taux d'épargne. Donc voilà, ça ne se produit pas, il faut comprendre pourquoi. Les facteurs avancés... Et c'est difficile d'anticiper les comportements d'épargne des gens. C'est très difficile d'anticiper les comportements d'épargne, il faut être modeste. Il y a un mélange de plein de facteurs, certains jouent dans un sens, certains dans l'autre. Donc c'est une balance de tout ça. Donc oui, c'est difficile et ça reste un tout petit peu mystérieux. Allez, merci beaucoup. Explication signée Xavier Timbaud, économiste, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Salut.